Vous le savez, sur Money Radar, j'aime vous raconter de belles histoires. Les self-made men nous inspirent, on envie leur génie, leur sens de l'anticipation, leur capacité à détecter les tendances qui payent, et leurs expériences nous montrent le chemin vers la fortune. Patrick Drahi est de cela. Son empire est un chef-d'œuvre d'ingénierie fiscale et juridique qui accumule les distinctions. Un endettement record de presque 60 milliards d'euros, équivalent à celui d'EDF, une facture fiscale à 7 chiffres et des procès en cascade. Alors je peux vous dire qu'aujourd'hui on me critique sur mon niveau de dette, mais je dors beaucoup plus facilement avec 50 milliards de dettes qu'avec les premiers 50 000 francs français de dettes que j'ai contractés quand j'ai créé mon entreprise en 1991. Le génie de Drahi réside dans son talent inégalé pour jongler avec les nationalités comme avec les milliards, dans son flair pour dénicher les opportunités audacieuses auxquelles personne ne croit ou que personne ne voit, et dans sa capacité à bâtir en partant de rien. On lui reconnaît aussi un don pour s'entourer de collaborateurs aussi créatifs en affaires qu'en comptabilité, capables de faire passer des manœuvres douteuses pour de l'innovation entrepreneuriale, le tout dans un timing idéal pour esquiver les réglementations gênantes. Selon Forbes, en 2024, Patrick est à la tête d'une fortune personnelle d'environ 6 milliards d'euros, c'est la 20e fortune de France, et sa société Altis, propriétaire de SFR, BFM ou RMC, est au centre d'une toile d'araignée si complexe qu'en dresser l'organigramme est une mission que personne n'a plus tentée depuis 2015. Vous croyez que j'exagère? À peine. Laissez-moi faire les présentations. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de Patrick Drahi, l'expert en fusion-acquisition, celle de Patrick Drahi, le pionnier des communications, et enfin celle de Patrick Drahi, empereur controversé d'un royaume au pied d'argile. Au passage, je rappelle que Patrick a beau être omniprésent dans les médias, il ne nous sponsorise pas. Pas de subvention, pas de grand groupe derrière nous, nous sommes un média totalement indépendant. En vous abonnant maintenant, vous devenez un pilier essentiel de l'information libre. C'est simple, c'est gratuit et c'est puissant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bienvenue sur Money Radar. Quand on part de rien, on ne devient pas troisième plus grosse fortune de France par hasard. Il faut quand même bosser un peu, faire preuve d'un certain talent, savoir se montrer persuasif et surtout avoir des nerfs d'acier pour s'en tenir à ses idées. Tout ça, Patrick Drahi connaît bien. Né au Maroc il y a 61 ans, il n'est pas issu d'une longue dynastie de milliardaires. C'est le fils de 2 profs de maths, une profession qui, à défaut d'apporter fortune et gloire, permet de capitaliser sur des compétences intellectuelles hors normes pour faire rentrer l'argent à la maison. Patrick a hérité du cerveau bien fait de ses parents. À l'âge de 15 ans, il les suit en France, puis prépare Maths Sup et Maths Spé, avant d'entrer à la prestigieuse école polytechnique, et il finit lauréat en 1986 de l'ancienne école supérieure des télécommunications, aujourd'hui Télécom Paris. Bon, ok, il a un don pour les études et il a aussi beaucoup d'ambition. Il ne lui faut pas longtemps avant de lancer sa première affaire. À 30 ans, il est pris d'une passion dévorante pour une technologie quasi inexistante en France, le câble. Le câble, c'est un peu l'ancêtre du streaming. Un service payant qui acheminait des dizaines de chaînes télé directement à la maison via un câble physique qui offrait plus de choix que la télévision hertzienne gratuite, mais sans la flexibilité de regarder ce que vous voulez quand vous voulez. Il faudra attendre Netflix pour ça. Quoi qu'il en soit, le système est déjà très répandu aux États-Unis. Patrick parvient à rassembler l'équivalent de 7 600 € pour lancer Communication Media Associates, ou CMA, destiné à concurrencer, voire même à dépasser France Télécom, l'opérateur câble et téléphonique historique. Mais construire un réseau câblé coûte une petite fortune et Patrick n'a pas l'argent. Il y va au culot. Il part aux États-Unis, rencontre des spécialistes américains du secteur et il réussit à convaincre 2 leaders, les familles Rifkin et Schneider, de financer la création et le lancement de 2 filiales de CMA, Sudcable à Cavaillon dans le Vaucluse et de Média Réseau à Marne-la-Vallée près de Paris. Les Schneider, qui veulent se développer en Europe, lèvent 1,2 milliard d'euros pour fonder UPC, la United Pan-Europe Communications, qui sera le premier financeur de Média Réseau. Entre 1999 et 2000, après avoir racheté 5 opérateurs du câble européen pour 330 millions d'euros, Média Réseau se retrouve valorisé à 800 millions de dollars. C'est le moment que choisit Patrick pour vendre ses parts et empocher quelques dizaines de millions au passage, et c'est grâce à ce jackpot qu'il va fonder Altis 1 an plus tard, en mai 2001. Altis est connu en tant que groupe français opérateur en télécommunications, mais c'est un fonds d'investissement de droit luxembourgeois. Par son intermédiaire, Patrick Drahi, toujours aussi passionné, va progressivement racheter tous les câblo-opérateurs français, dont Numéricable et France Télécom Câble, et il s'offre un des premiers réseaux de fibre optique, celui de Complétel, le tout en moins de 7 ans. Puis il se lance dans les médias en prenant des parts dans des chaînes spécialisées et s'étend au-delà de la métropole, puis en dehors des frontières, depuis le Benelux en passant par la Guyane, la République dominicaine, le Portugal, jusqu'en Israël. S'il y a une année à marquer d'une pierre blanche pour Altis, c'est 2014, celle de son introduction à la bourse d'Amsterdam, mais aussi celle où le groupe se fait connaître du grand public en rachetant à Vivendi, le 2e opérateur de téléphonie mobile de France, SFR, ses 27 millions de clients, et la marque Virgin Mobile en bonus. En 2015,
2015, Patrick Drahi est propulsé 3e fortune de France par le magazine Forbes, avec un patrimoine estimé à 16 milliards de dollars. Il est aussi l'homme le plus riche d'Israël, dont il a récemment obtenu la nationalité pour ses investissements, qui ont contribué au développement économique du pays, mais aussi au bien-être des membres de son armée. C'est devenu une star. On admire son parcours, on veut connaître son histoire, toutes les portes s'ouvrent devant lui. Son univers est centré autour de la maison mère Altis Luxembourg, dont la valorisation a été multipliée par 6 depuis son entrée en bourse. Le siège s'est déplacé à Amsterdam, mais les filiales sont localisées un peu partout, quelques-unes en France, une autre partie au Luxembourg, en Suisse, à Guernsey, en Israël ou au Panama. Altis emploie plus de 45 000 salariés et réalise le gros de ses activités en France et aux États-Unis. Mais c'est ici, en France, qu'au pied du réseau câblé qu'il détient presque à 100%, il fonde son empire médiatique. Il restructure SFR et le sépare en 2 nouvelles entités, SFR Télécom d'un côté pour tout ce qui est transmission câblée et téléphonique, et SFR Média de l'autre, qui deviendront plus tard Altis Télécom et Altis Média. Sous cette dernière enseigne se rassemblent les groupes de chaînes télé et radio BFM et RMC, rejointes par des chaînes étrangères comme I24 en Israël, plus la presse dont l'Express et Libération. S'il n'est pas encore parvenu à dépasser France Télécom, qui a viré à l'Orange entre-temps, il s'en rapproche et son nom est désormais aussi célèbre que celui d'une Bettencourt ou d'un Dassault. Mais la fête ne va pas durer. Au cours de la 2e semaine de novembre 2017, Altis doit faire face à une première crise majeure. La réorganisation des activités a coûté un bras, SFR perd des clients, souffre d'une mauvaise image et ses salariés se plaignent d'un environnement de travail difficile. Face à des résultats en net recul, les marchés réagissent violemment. Une descente aux enfers sur les marchés. La valeur de l'entreprise divisée par 2 en 6 mois. C'est le scénario noir vécu par le groupe Altis. En bourse, le titre Altis Europe dévisse de 35% en 5 jours et efface 2 ans de gains. Les investisseurs ont perdu confiance et le fait de voir le nom d'Altis apparaître dans les Panama Papers n'a rien arrangé. Souvenez-vous, les Panama Papers, c'est cette fuite de données concernant 214 000 sociétés clientes du cabinet d'avocats spécialisé Mossack Fonseca qui a révélé entre 2016 et 2017 l'un des plus vastes réseaux d'évitement fiscal auquel aurait participé un actionnaire d'Altis Media. Voilà un indice qui semble confirmer que l'impôt, à Patrick Drahi, c'est pas son truc. On savait déjà qu'il utilisait le système des ports francs pour cacher une partie de sa collection d'œuvres d'art aux agents du fisc de plusieurs pays, dont la France et la Suisse. Mais voilà un autre indice. Entre 2009 et 2016, il aurait aussi tenté de dissimuler son véritable lieu de résidence aux services fiscaux suisses pour bénéficier d'une réduction d'impôts. Et on parle d'une grosse réduction selon le Trésor public de Genève. Il manquerait la bagatelle de 7,5 milliards d'euros, un montant contesté par l'intéressé, mais qui pour le moment est toujours dû après plusieurs actions en justice. Patrick est domicilié fiscalement en Suisse, mais il en est aussi citoyen. Et il ne fait pas que collectionner les sociétés du câble et les millions, il cumule aussi les nationalités. 5 en tout. Bernard Arnault ou François Pinault ne peuvent pas en dire autant. Patrick est marocain, français, israélien, suisse et christophien. Saint-Christophe-et-Niévès est un minuscule pays insulaire de 54 000 habitants situé au nord de la Guadeloupe, principalement connu pour sa production sucrière, pour ses qualités de paradis fiscal et pour distribuer la nationalité à toute personne d'accord pour y investir 125 000 $. Patrick Drahi est chez lui partout dans le monde, mais il n'est pas tranquille pour autant. En 2020, il réorganise ses participations et fonde Next Private dans le but de racheter l'intégralité des titres d'Altis Europe et de la retirer de la bourse. Face à cette annonce, l'action reprend des couleurs et c'est chose faite en janvier 2021. La sortie de bourse va lui coûter plus de 5,5 milliards d'euros. C'est le prix à payer pour ne plus subir la pression permanente des marchés et surtout pour obtenir le contrôle de 95,3% d'Altis Europe et 12,3% d'Altis USA. Mais le pire est encore à venir. Je n'en ai pas encore parlé, mais d'après vous, comment Patrick, le fils de prof, le désargenté et le simple porteur de projet, a-t-il pu s'offrir ces millions de kilomètres de câbles et de fibres optiques, ses chaînes télé, ses titres de presse ou encore la célèbre maison de vente aux enchères Sotheby's pour 3,4 milliards de dollars en 2019 ? Je vous le disais tout à l'heure, quand on part de rien, on ne devient pas 3e plus grosse fortune de France par hasard, même si depuis les choses ont un peu changé. Il faut avoir du chou, comme on dit, et prendre des risques. Patrick n'est pas seulement doué en maths, on le sait, c'est aussi un grand amateur d'art. En combinant ces 2 centres d'intérêt, il a fait de son conglomérat un chef-d'œuvre d'ingénierie financière sculpté directement dans la dette. Depuis ses débuts, l'outil est toujours le même, le crédit avec effet de levier, plus connu sous l'acronyme de LBO sur la planète banque. LBO, pour Leverage Buyout, est un montage financier très répandu qui consiste à créer une société A pour acheter une société S et à faire rembourser S. Contrairement au crédit bancaire classique qui réclame un gros apport ou des fonds propres à A, le LBO permet de financer jusqu'à 80% de la société S, quelle que soit la situation de A, mais à une condition, S doit générer de la trésorerie, car c'est elle qui va rembourser les capitaux empruntés. Dans le cas d'Altis, les sociétés rachetées sont toutes basées sur le modèle de l'abonnement. Les revenus sont donc récurrents et faciles à prévoir,
Enfin, quand tout se passe comme prévu. Ainsi, la société A lève les fonds sous forme de crédit bancaire ou d'obligations, mais c'est S qui rembourse, et pour qu'elle rembourse encore plus vite, A va restructurer S avec l'objectif d'augmenter rapidement sa rentabilité. Le système du LBO permet à A de se développer très vite en mobilisant peu de capitaux, et c'est encore plus facile quand les taux sont proches de zéro et que le crédit est quasiment gratuit. L'ennui, c'est que c'est aussi très risqué, c'est pourquoi le recours au LBO ne doit être envisagé que pour des opérations parfaitement ficelées, comme Adidas en 2005 ou Cegelec en 2006, avec en général un objectif de revente à court ou moyen terme. Il faut aussi que la société S ait de l'avenir, qu'elle soit capable de produire suffisamment de cash pour rembourser, et si jamais ses revenus viennent à baisser, alors les ennuis commencent. C'est ce qui s'est passé pour SFR, dont les résultats ont régulièrement déçu les marchés et les actionnaires, et dont la dette est dorénavant roulée pour combler le manque de cash. Rouler la dette, c'est financer le remboursement d'un crédit avec un autre crédit. Ce n'est pas très bon signe. Les banquiers appellent ça de la cavalerie, et à l'échelle d'une PME ou d'une TPE, c'est illégal, mais pas pour Altis. La taille de la toile tissée par Patrick Drahi lui autorise ces pratiques dangereuses mais très lucratives, et ici, elles l'ont directement mené à accumuler une dette délirante de près de 60 milliards d'euros. Nous sommes en mars 2024, les partenaires d'Altis se sont regroupés en assemblée générale. Ils sont 150 à détenir 80% de la dette du groupe, vous les connaissez déjà. Ils s'appellent JP Morgan, Goldman Sachs, le Crédit Agricole, la BNP Paribas, KKR ou encore BlackRock. Ce jour-là, Patrick n'a pas le sourire. Il faut annoncer qu'Altis ne pourra sûrement pas rembourser tout ce qui lui a déjà été prêté. Pas facile de présenter d'aussi mauvais résultats. La filiale française a réalisé un peu plus de 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en baisse de 3,1% en 2023, et elle se traîne à côté une dette colossale de 24,6 milliards d'euros. Altis USA n'est pas mieux loti, avec l'équivalent de 6,7 fois son excédent brut d'exploitation, soit 24 milliards de dollars de dette pour un peu plus de 9 milliards de dollars de rentrée, des revenus en baisse de 6% comparé à 2022. Cumul des dettes, baisse des revenus, il ne manquait plus qu'une hausse des taux pour faire s'effondrer le colosse d'argile patiemment construit par Patrick et son clan pendant des décennies. Face au resserrement des politiques monétaires de la Fed en mars 2022 et de la BCE 4 mois plus tard, le modèle d'Altis révèle enfin ses failles. Tout nouvel emprunt devient plus cher que le précédent, rouler la dette devient de plus en plus difficile, tandis qu'en parallèle, le montant des intérêts est devenu insoutenable et vide les caisses des filiales. Mais Patrick ne laisse pas ses créanciers dans le brouillard, il leur propose un plan pour sauver le groupe et éviter à SFR de connaître le même sort que les supermarchés Casino. Il propose d'abaisser la dette d'Altis France à 16 milliards d'euros via des réductions de coûts, des plans sociaux et des ventes d'actifs, un programme qui pourrait remettre le groupe sur de bons rails. Mais 5 mois après cet exercice délicat, c'est l'été meurtrier et le sort s'acharne sur le clan Drahi. En août 2023, alors qu'il tente de faire accepter son improbable plan de restructuration, Patrick est trahi par l'un de ses plus proches collaborateurs, qui est aussi son ami. Armando Pereira, qui dirige la branche portugaise d'Altis, est accusé d'avoir détourné entre 600 et 800 millions d'euros de contrats au profit de ses propres sociétés. Une enquête est ouverte pour déterminer si des sociétés directement détenues par Patrick ont elles aussi été privilégiées dans cette affaire. En attendant les résultats, ce nouveau scandale refroidit encore un peu plus les créanciers et cette fois, la panique s'installe. Le remboursement d'octobre 2023 est repoussé in extremis jusqu'en 2027, mais au passage, Altis commence à payer le prix de ses mésaventures. Le taux est passé de 2,5 à 10%. Le groupe parvient aussi à emprunter à nouveau 800 millions d'euros et se met à vendre des actifs. Ivory, sa TowerCo, est cédée à l'espagnol Cellnex pour 5,2 milliards d'euros en 2021 et ses data centers en France et au Portugal sont liquidés pour un demi-milliard d'euros. Il attend 10 milliards pour sa filiale portugaise Meo. Et enfin, en mars dernier, le groupe de transport CMA-CGM annonce avoir signé un accord pour acheter Altis Media pour 1,550 milliard d'euros. Mais ça ne suffira pas. À peine quelques jours après cette nouvelle, Patrick lance un ultimatum à ses partenaires financiers. Il les met au pied du mur et exige que ses prêteurs abandonnent 30% de leurs créances. C'est ça ou c'est la faillite. En attendant, SFR est lui aussi à vendre. Aujourd'hui, sa fortune a considérablement diminué. Il n'est plus que 20e homme le plus riche de France, avec à peine 6 milliards d'euros selon Forbes. Il ne sourit plus. Il est toujours poursuivi par le fisc suisse qui lui réclame plus de 7 milliards d'euros. Son groupe rapporte de moins en moins d'argent et il se prépare à affronter la riposte de ses créanciers. L'histoire de Patrick Drahi est un conte moderne qui met l'ambition débridée et les réalités économiques face à face et sans artifice. Grisé par ses premiers succès, Patrick a un peu perdu la tête, comme d'autres avant lui, et sa signature autrefois prestigieuse ne vaut désormais plus rien. Alors que l'avenir d'Altis reste incertain, une chose est sûre, dans le monde des affaires, ce qui monte trop vite finit souvent par redescendre encore plus rapidement. La question maintenant est de savoir si le phénix Drahi pourra renaître de ses cendres ou si nous sommes réellement en train d'assister à sa fin. Si le sort de Patrick Drahi vous a ému, il n'existe malheureusement pas de cagnotte en ligne pour lui venir en aide, mais c'est une idée à exploiter.
En tout cas, pour nous soutenir, pas besoin d'être milliardaire, il suffit de vous abonner. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça nous permet de rester libre de toute influence. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à partager et surtout à commenter. J'ai hâte de savoir ce que l'histoire de Patrick Drahi vous inspire. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur Money Radar.